Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour tout le monde. Donc, avant de commencer, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc, aujourd'hui, c'est le cours numéro 2. C'est la suite de la vision artificielle. Donc, on a la partie acquisition et formation de l'image. Donc, on va voir la partie formation de l'image, l'énergie lumineuse, la radiométrie, la photométrie, le système de prise de vue. Pour la vision humaine, on a les capteurs œil, vision achromatique, vision 3D et la perception du mouvement. Et on termine avec la colorimétrie. Donc, pour la formation de l'image, j'ai l'énergie lumineuse. Donc, en optique, une image, c'est l'équivalent d'une quantité d'informations véhiculées par des ondes électromagnétiques. Donc, ça, c'est la longueur d'onde et l'énergie. Pour les ondes lumineuses, c'est l'émission d'énergie sous forme de photons due aux transitions atomiques de corps chauffés. Donc, l'énergie lumineuse, la loi de Planck. Donc, nous avons un corps noir chauffé à un temps grand T émet une puissance rayonnante P en W par M-1. Donc, nous avons la puissance égale C1 divisé par lambda à la puissance 5 exponentielle C2 sur lambda T moins 1. Avec C1, c'est 2 fois C au carré par H, C2, c'est H sur K, sachant que C, c'est la vitesse de la lumière qui est égale à 3 par 10 à la puissance 8 mètres sur seconde. H, c'est la constante de Planck qui est égale à 6,62 par 10 puissance moins 34 joules. K, c'est la constante de Boltzmann, donc qui est égale à 1,38 par 10 puissance moins 23 joules par K-1. Grand T, c'est le temps en Kelvin. Lambda, c'est la longueur d'onde en M-1. Donc, pour l'énergie lumineuse, la classification fréquentielle des ondes lumineuses, nous avons la lumière visible, elle est détectée par l'œil. La lumière chromatique composée de plusieurs longueurs d'onde. La lumière monochromatique, une seule longueur d'onde, c'est le laser. La lumière achromatique, seule l'énergie est prise en compte. Donc, voici un tableau, les différents rayons avec leur classification. Donc, on commence par les rayons cosmiques. Donc, nous avons 10 à la puissance moins 5 nanomètres. Les rayons gamma, c'est 10 puissance moins 3 nanomètres. Les rayons X, c'est 10 nanomètres. Ultraviolet, mahsoura bin 500 nano et 10 nano. Visible, c'est 500. Micro-ondes, 1500 nanomètres. Donc, les gibes, les n'amahomch indiqués, c'est mahsourin bin l'intervalle, d'accord. TV, c'est 5 mètres. La radio, c'est 6000 mètres. Et jusqu'à 50 Hz, on va donc, pour les couleurs ou la lumière, donc, un violet, je vais 380 nanomètres. Le vert, mahsour bin 555 nano et 500 nano. Jaune, yibda min 600 nano. Et le rouge, yibda min 720 nanomètres. Nous allons la température de couleur. Donc, on dit la loi du N. Donc, un corps chauffé émet un spectre de lumière. Donc, nous avons la flamme bougie, c'est 1900 K. La lampe à incandescence, c'est 2700 K. Soleil, c'est 1000 K, donc le blanc parfait. Le tube cathodique, c'est 7000 K. Si la température augmente, le spectre tend vers la longueur d'onde courte. Pour la radiométrie, c'est la vision d'un objet égale l'interaction avec une source lumineuse. Donc, nous avons la source primaire, la lumière incidente et la lumière transmise et la lumière réfléchie, bien sûr, qui va dégager une chaleur. Pour la radiométrie, on a la réflexion ou la transmission. Donc, la réflexion égale à 0,01 pour velours noir, 0,8 blanc mat, 0,93 neige fraîche, un miroir, 0 objet opaque et un vitre. Le réflexion maximale pour lambda correspondant, c'est le vert et le rouge.
Donc, toujours avec la radiométrie, là, on voit la loi de Lambert. Donc, nous avons que la quantité d'énergie émise à partir d'un élément de surface dans une direction déterminée est proportionnelle au cosinus de l'angle que fait cette direction avec la normale à la surface. Donc, j'ai W, D de W de θ égale à D de W de N multiplié par cosinus de θ. Donc, ceci est vrai pour les corps noirs, pas valable pour les surfaces brillantes. Donc, on va les unités radiométriques, la source lumineuse ponctuelle. On va commencer à le W ou le flux énergétique, donc qui est égal à D de W sur dt. Et l'intensité énergique, c'est W fois SR moins 1, donc et l'intensité égale à la dérivée de W par rapport à oméga. راح نشوفوا le styradion, donc angle solide qui a son sommet au centre d'une sphère, découpe sur la surface de cette sphère une aire égale à celle d'un carré ayant pour côté le rayon de la sphère. Donc R, c'est le rayon de la sphère. Donc, un des surfaces lambertiennes, l'éclairement énergétique, E égale à dφ sur ds. L'émittance énergétique M, c'est dφ sur ds. Luminance énergétique, L égale la dérivée seconde de phi de θ sur la dérivée de oméga ds cosinus θ. Donc, toujours avec formation de l'image, on dit la photométrie, donc c'est la sensibilité spectrale de l'œil humain standard, le CEIE. C'est la Commission internationale de l'éclairage. Donc, voici une figure, je vous la longueur d'onde en nanomètres par rapport à la sensibilité relative. Donc, troisièmement, pour l'unité photométrique, on a le candela. C'est l'intensité lumineuse dans une direction donnée d'une source qui émet un rayonnement monochromatique de 555 nanomètres et dont les UE de cette direction est 1 sur 683 W fois SR à la puissance moins 1. Donc, pour la radiométrie, on dit le flux énergétique W, l'intensité énergétique, c'est W par SR à la puissance moins 1. L'éclairement énergétique, c'est W par M à la puissance moins 2. La luminance énergétique, c'est W par M à la puissance moins 2 sur SR. Pour la photométrie, le flux lumineux lumen, c'est grand L. L'intensité lumineuse candela, c'est CD. L'éclairement lux égale à L fois M par M moins 2. Luminance nit égale à CD par M moins 2. Donc, l'unité photométrique, c'est l'efficacité lumineuse. Donc, nous avons K ou le flux, K lumineux divisé par le flux énergétique. Donc, il varie de 555 nanomètres. Pour 555 nanomètres, on dit K égale à 683. Et pour le Soleil, K égale à 250. Donc, j'ai quelques valeurs. Donc, on dit nuit sombre, c'est 10 puissance moins 4 lieues. Ciel étoilé, 10 puissance moins 3. La pleine lune, 10 puissance moins 1. La norme couloir supérieure à 50. La norme salle de lecture supérieure à 300. Jour ciel ouvert, 10 puissance 3. La table d'opération, 10 puissance 5. Minimum visible, 10 puissance moins 5. Le verre luisant, c'est 50. La flamme, c'est 15 par 10 puissance 3. Le papier blanc soleil, c'est 30 par 10 puissance 3. L'arc électrique, c'est 1,5 par 10 puissance 8. Le soleil, c'est 1,5 par 10 puissance 9. Donc, nous avons la photométrie si la luminance est constante, quel que soit l'angle d'observation. L'émittance d'une surface lambertienne est égale au produit de la luminance par phi. Le système de prise de vue, donc une scène 3D doit être représentée sur un support 2D, soit un film ou un CCD. Donc nous avons un appareil, un sténopie, donc le trou d'épingle. Donc j'ai la distance, point de source, la distance focale c'est petit f, le plan d'image avec un axe optique. Donc je fais la réflexion, tu as le point source sur le plan d'image. Donc, on aura un point image. Et si nous avons le point focal,
D'accord? Donc, pour les systèmes réels et conceptuels, donc, nous avons un plan image conceptuel et nous avons un axe optique avec un plan image réel avec la formule suivante. Donc, pour l'axe des X, c'est f par x0 sur z0, y1 égale à f par y0 sur z0. Les inconvénients, c'est qu'ils sont sensibles. Nous avons une épaisseur de la plaque et de position des sources lumineuses. Système optique à lentilles, donc un des lentilles convergentes. Donc la vergence égale à 1 sur f. Sachant que f, c'est la distance focale. Et par rapport, la projection par rapport à un axe optique. Donc, on a les formules de Descartes, la lentille convergente. 1 sur OM plus OM' égale à 1 sur OF, qui est égal à 1 sur OF'. Donc, donc j'aurai un prime P' sur 1P égale à OM' sur OM. Quatrièmement, on va l'aberration optique. L'aberration sphérique, c'est les rayons d'un point ne convergent pas tout en seul point, donc c'est le flou. C'est la taille de lentille augmente, alors le flou augmente, on appelle ça le diaphragme. L'astigrammatisme, c'est le trajet différent en fonction des axes verticaux et horizontaux de la lentille. Le défaut de coma, c'est la forme en goutte d'eau, c'est le grossissement différent par rapport à l'écart à l'axe. Pour la distorsion géométrique, elle est liée à la qualité de l'optique. Nous avons des objectifs grand angle, balayage d'une caméra, la distorsion tonneau, distorsion coussin. Et pour diminuer ces distorsions, donc le prix augmente et la correction, elle est faite par traitement d'image. Donc, la vision humaine, on a le capteur œil, la vision achromatique et autres caractéristiques, plus un système de traitement visuel humain. Donc, tout ce qui concerne le capteur œil, de forme approximativement sphérique, l'œil, c'est l'organe de base de la vision. Il comporte un ensemble d'éléments destinés à recevoir le rayonnement incident, former l'image des objets perçus et traiter les informations recueillies. Donc, le capteur humain, les composantes principaux sont la cornée, c'est la protection filtre. L'iris, c'est le diaphragme, c'est la variation d'un facteur 10 en surface. Son ouverture centrale, c'est la pupille. Le cristallin, c'est l'optique plus le focus. Elle est déformable, indice optique variable. La lentille avocale variable. Donc, on a la rétine, c'est la couche photosensible. On a 120 millions de récepteurs, les cônes et les bâtonnets. La macula contient en son centre une petite dépression. La fovea, c'est la zone d'acuité maximum de l'œil. Le nerf optique se transporte de l'information à peu près de 100 000 neurones. Donc, on a l'image, on le cornée, le cristallin, l'iris, la conjonctive, la rétine, le macula et le nerf optique. Donc, on a les photorécepteurs de la rétine, les cônes, donc c'est une vision photopique, diurne. Elle est couleur de 7 à 700 millions, elle est zone fovéale. Le bâtonnet, ce sont des visions scotopiques nocturnes, faible intensité achromatique, 120 millions, et la zone, elle est extra-fovéale. Donc, voici une image fait à les photos récepteurs de la rétine. La fovea, c'est la région où la vision photocopique est la plus précise et la plus sensible, donc l'angle est de 20 minutes. Le maximum de sensibilité en vision scotopique est de 20 degrés de l'axe optique. La zone aveugle, rattachement du nerf optique sur la rétine. Et nous avons le capteur œil et le système à lentille. Pour la vision achromatique, les caractéristiques statiques et dynamiques sont non linéaires. Une forte adaptation au niveau de luminance, c'est l'échelle du 10 à la puissance 10.
La transition photocopique graduelle. La discrimination de luminance, elle est de 50 à 100 niveaux. La constante de temps d'adaptation pour les cônes et les bâtonnets. Donc, pour différents seuils de luminance, on a la réponse en fréquence spatiale. Donc, c'est le logarithme sensibilité relative par rapport à la fréquence spatiale logarithmique dans ces cycles par degré. La vision achromatique, donc on a l'amélioration physiologique des contours, donc on dit une transition en luminance, c'est l'objectif différent à la subjectif. Entre par exemple le gris et le blanc, on trouve le noir comme composition de deux couleurs. L'autre caractéristique de la vision, c'est la vision chromatique, vision tridimensionnelle et la perception du mouvement. Les systèmes de traitement visuel humain sont les performances, l'architecture et les illusions optiques. L'illusion optique, c'est un système visuel humain égal à la référence, pas un système parfait et piégeable. Que voyez-vous? Rien, alors reculez-vous un peu pour voir l'image exactement. Les frontières qui n'existent pas, les systèmes visuels humains font des interpolations à partir des stimulus perçus. L'exemple le plus marquant est celui des contours et les itoires. Les objets qui n'existent pas, le système visuel humain fait des interpolations symboliques car il préfère une information structurée à une information non structurée. Que voyez-vous? Rien, un mouton, un chien, un dalmatien, peut-être. Donc, la colométrie, on voit le principe, on voit la trévariance et la tréchromie. Le synthèse additive et soustractive, les modèles de représentation de la couleur. Donc, la couleur, c'est un phénomène physique interprété par le système visuel humain. Donc, c'est l'équivalent, il est objectif et subjectif. Donc, là, par exemple, le laser hélium-néon, la vapeur mercure, et c'est le tungstène. Et là, la variation, bien sûr, en fonction des valeurs, il y a de 400 jusqu'à 1000, là, il y a de 300 jusqu'à 700. 300 jusqu'à 500, on dit la valeur heady, c'est entre 600 et 700 à peu près. Donc, heady pour LED, heady soleil et bleu ciel, le citron, chair et tomate. Donc, la trichromie et la trivariance. Donc, la trichromie, c'est la couleur perçue par un humain. Elle est décomposée dans un espace à 3 dimensions. Donc, nous avons 3 couleurs de base avec un sphère éloigné, le RVB. La trivariance, c'est la couleur CX en fonction de lambda et les luminances de C lambda et CB. Donc, un CX, c'est la lumière colorée quelconque. C lambda, c'est la lumière monochromatique plus la lumière blanche. Donc, on dit la lumière colorée et la lumière monochromatique plus la lumière blanche. Synthèse soustractive, c'est la soustraction à la lumière blanche de ses composantes bleues, vertes et rouges à l'aide des filtres jaunes. Magenta et cyan, donc on dit jaune plus magenta, c'est le rouge. Jaune plus cyan, c'est le vert. Magenta plus cyan, c'est le bleu. Jaune plus magenta plus cyan, c'est le noir. Donc, nous avons que les nuances intermédiaires par variation de l'absorption des filtres utilisés pour l'impression des couleurs. Donc, on dit la lumière diffusée par des objets absorbants, la peinture et le filtrage. Et pour le synthèse additive, donc c'est la création d'une couleur par addition de 3 faisceaux lumineux de couleurs rouge, verte et bleue. Donc, presque toutes les couleurs visibles. Donc, on dit rouge plus vert, c'est jaune. Rouge plus bleu, c'est magenta. Bleu plus vert, c'est cyan. Rouge plus vert plus bleu, c'est blanc. Donc, ce sont des couleurs intermédiaires produites par variation de l'intensité des faisceaux lumineux. Donc, un des méthodes utilisées pour la projection, la lumière émise, écran de télévision ou bien d'ordinateur. Les modèles de représentation de la couleur, on a le RVB ou bien le RGB, c'est red, green et blue.
عندي le CMGN, CMYK, c'est cyan, magenta, yellow, black, K pour K, black. Le lab, c'est la luminance plus chrominance, A et B. Le TSL, ou la HLC, c'est la teinte hue, saturation et luminosité. Donc, par exemple, pour le système RGB, c'est la composition des couleurs basée sur le principe des couleurs additives, rouge, vert et bleu. Donc, j'ai 3 primaires utilisées pour la constitution de couleurs à partir des sources lumineuses. Une image RGB composée de 3 couches codées chacune sur 8 bits. Donc, nous avons 256 niveaux de couleurs par couche. Donc, ce qui rejoint 16 millions de couleurs. Le RGB est utilisé pour la reproduction de couleurs sur écran. Reproduction. Deuxième système, le Hua Cyan, magenta, yellow, black. Donc, cyan, magenta, jaune et noir. Ce sont des 4 couleurs d'encre pour les impressions quadrichromiques et pour tout procédé de reproduction à base de pigments ou de colorants. Donc, c'est le principe des couleurs soustractives. Sur chaque couche pixel avec un pourcentage d'une des couleurs, donc c'est une norme pour l'imprimerie. La composante noire améliore le rendu des aplats noirs car le noir peut aussi être obtenu par mélange de 3 autres composantes par économie. Donc j'ai aussi le lab, c'est la luminance plus A et B. Ce sont des couleurs définies par 3 valeurs, la luminosité, luminance codée en pourcentage A et B correspondant à l'information colorée, la chrominance, où la couleur est définie à partir d'un mélange de vert à magenta A et un mélange de bleu à jaune B. Donc, ce sont des valeurs comprises entre moins 120 et plus 120 pour A et B. J'ai aussi le TSL, le HLS, c'est teinte, hue, saturation et luminosité. Donc, la teinte, c'est la longueur d'onde de la lumière réfléchie ou transmise par un objet. Donc, c'est l'emplacement sur la roue chromatique. Donc, l'angle, elle est comprise entre 0 degré et 360 degrés. Le spectre circulaire part du rouge, passe par le vert et le bleu pour revenir au rouge. Donc, nous avons la saturation, c'est la pureté ou l'intensité de la couleur. Donc, des couleurs grises 0% aux couleurs vives 100%. Donc, la luminosité, c'est la variation d'intensité lumineuse d'une couleur entre 0% noir et 100% blanc. Donc, on va voir les images binaires. Une image binaire, c'est une image où chaque pixel ne peut avoir pour valeur que 0 et 1. Donc, un des outils spécialisés est théorie mathématique pour la manipulation des images binaires. Les débuts de traitement d'images numériques, c'est le traitement d'images non complexes. Donc, nous avons le problème de temps de calcul, d'espace mémoire disponible et qualité des périphériques de sortie. Donc, c'est la première application, reconnaissance de caractères, analyse de traces laissées dans les chambres à bulles par les particules. Donc, ça, c'était en 1950. Toujours avec les images binaires, c'est un contexte simple pour la formalisation mathématique des problèmes par les outils tels que la topologie. Donc, on a fait vision industrielle, la détection de défauts, le contrôle de qualité, la mesure, on considère l'image binaire comme un passage obligé, suivant en général la phase de segmentation. Nous avons 2 catégories d'outils nécessaires pour le codage efficace et éventuellement la compression. Et le traitement, analyse et description des formes, obtention d'une image binaire à partir d'une image en niveau de gris par des techniques de seuillage. Donc, pour le codage des images binaires, c'est le codage dans le but de compression de données à partir de la matrice binaire. C'est la description des objets codés, le codage faisant ressortir les caractéristiques et facilitant les traitements. Donc, c'est une représentation de départ, une matrice de pixels de 0 à 1 dans laquelle apparaissent les objets. Donc, j'ai 4 types de codage. Le codage par segment, le codage par contour, le codage par région et le codage par forme. On va commencer par le codage par segment. Le codage d'une image binaire par segment, ligne ou colonne. Donc, la méthode, on ne conserve pour chaque ligne que la valeur du premier segment.
et la liste des longueurs des différents segments dont la valeur change obligatoirement à chaque nouveau segment. Par exemple, la ligne de pixels 1, 3, 0, 1, 1, 0 sera codée par 1, 1, 3, 2, 1, soit première valeur 1, longueur des segments successifs 1, 3, 2, 1, soit 7 pixels au total. Sur un autre exemple, 1, 1, 0, 0, c'est 1, 2, 2. 0, 2, 1, 0, c'est 0, 1, 2, 1. 4, 0, c'est 0, 4. 1, 3, c'est 1, 1, 3. Donc, plus les segments sont courts, moins le codage est efficace, car les longueurs sont des entiers et non plus des valeurs binaires. Un codage équivalent est bien sûr possible avec une description en colonne plutôt qu'en ligne. Donc, pour réaliser des manipulations de type algébrique, c'est la complémentation plutôt que pour écrire les objets. Deuxièmement, c'est le codage par contour. Les points de contour sont reconnaissables car au moins de leur point voisin appartient au fond, c'est-à-dire pas d'ambiguïté de détection. Lors de la recherche du contour d'un objet, il est inutile de balayer toute l'image. Il existe des algorithmes de suivi de contour fournissant un codage sous forme de Freeman et la suite des points de contour. Donc, soit Pn un point contour courant, le point contour suivant, c'est Pn plus 1 et le voisin de Pn. Donc, le déplacement Pn Pn1 ne peut se faire que dans des 8 directions du voisinage de Pn selon le codage de Freeman. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0 et donc, j'ai dans la majorité des cas, le point Pn n'a que 2 candidats potentiels pour Pn plus 1, dont 1 est le point Pn moins 1. Donc, il n'y a pas d'ambiguïté. Cependant, il faut prendre en compte les points anguleux n'ayant aucun suivant. Donc, ici, c'est l'explication à la suppression des images de départ de toutes les configurations de type transition L et I. Donc, on dit 8 configurations de chaque type par rotation de 45 degrés. Après extraction de contour, on va mémoriser les coordonnées de point de départ et la suite de direction D. La suite de direction traduit la forme et le point de départ de sa localisation spatiale. Il est très utile pour la reconnaissance de forme car signature invariante d'une forme. Nous avons de très nombreux paramètres de forme peuvent être mesurés directement sur le code de Freeman, donc soit le périmètre, ou la surface, ou le centre de gravité, ou les axes d'inertie. Le codage plus efficace, c'est la compression. Si les objets sont gros, donc soit O, un objet comportant grand A pixels, dont P sont des pixels de son contour. Donc, le codage binaire classique A bit dans l'image de départ, le codage de Freeman, donc 3P par bit, plus le coordonnée d'un point de référence. Et pour le facteur de compression, le rapport P sur grand A. Toujours, le codage par région, il est bien sûr possible de généraliser le codage par segment au codage des entités surfaciques bidirectionnelles. Parmi les nombreuses techniques de codage par région, la plus connue appelle à CAD-TRI. Donc, il s'agit d'un découpage récursif de supports d'image jusqu'à l'obtention de blocs homogènes ayant tous la même valeur. À la IM itération, on définit le carré de côté de n-i. Le plus petit bloc possible, c'est le pixel. Donc, ces primitifs sont ensuite organisés de façon arborescente. Donc, pour le codage toujours par région, on utilise une technique de parentissage. Une parenthèse équivaut à un niveau récursivité dans l'algorithme de recherche de blocs homogènes et non mémoriser uniquement la valeur du bloc. Bon, pour lever toute ambiguïté, on adopte un sens de balayage unique. 1, 2, 3 et 4. On obtient le codage suivant. Donc, cette représentation permet des opérations ensemblistes, c'est l'intersection, l'union, la recherche des contours, mais elle n'est pas vraiment adaptée à la description de forme de par sa non-invariance en translation. Il existe d'autres types de pavages pouvant être définis, par exemple en polygone, en Véronois, à partir des germes prédéfinis dans l'image.
Donc, comme le codage par forme, et on arrête dans cette partie. Donc, ce sont des méthodes tenant compte de la morphologie de l'objet. Ce sont des codages par squelette. La squelette, c'est la représentation filiforme, centrée sur l'objet initial, obtenu par amincissement successif. Cet amincissement se réalise sous la contrainte de préservation des points significatifs de son élongation ou bien nécessaire à la connexité du squelette résultant. Donc, on appelle ça la transformation homotope. Donc, on dit la recherche d'algorithmes efficaces, le temps de calcul, la qualité de les résultats pour la reconnaissance des caractères. Si le squelette est unique et sans problème dans un espace contenu, il est beaucoup moins facile à trouver dans un espace discret qui n'est une image numérique. Sa définition plus précise nécessite de redéfinir les concepts de base de géométrie, ce qui a donné naissance à la géométrie discrète. La transformation en squelette d'un objet est réversible, mais résultat significatif de l'allure de l'objet codé est particulièrement adapté aux objets minces. La réversibilité du codage primordial pour les objets à stocker, c'est la notion d'axe médian intéressante. On recouvre l'objet par des boucles de paille maximale inclus dans l'objet et centré sur les points de l'objet. Donc, nous avons l'axe médian et ensuite formé par des centres de boules qui n'ont pas inclus dans un autre cas, associés au centre conservé de la taille de leur boule. Donc, je vous remercie infiniment pour votre attention. Donc, je la vidéo à tout le monde. Mais c'est جهدهم théorique et il suffit تقراوهم بركة وتفهموهم ما كومش متحاسبين بهم في الاكزامان باش تكتبوهم ولا تديفينيو تسمى سي د لا تيوري اللي لازم تفهموها وتعرفوها ليكم برك ان شاء الله باش نسحقوها من بعد في لا فيزيون برك d'accord. Donc je vous remercie pour votre attention, n'hésitez pas si vous avez des questions et à la prochaine inchallah. Merci.